Et salut les amis, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette cascade semble couler en feu. Pourtant, elle est bien réelle. Et pourtant, ce n'est ni de la lave ni du feu. Chaque année, dans Yosemite, un phénomène rarissime transforme cette chute d'eau. Pendant quelques minutes seulement, le soleil s'aligne parfaitement avec la falaise. L'eau reflète alors une lumière orange spectaculaire. Depuis la vallée, on a l'impression qu'une cascade de feu descend de la montagne. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Il faut assez d'eau, un ciel dégagé et un angle parfait. Certaines années, le phénomène n'apparaît même pas. Quand tout s'aligne, la falaise semble littéralement s'embraser. Puis la lumière disparaît et la montagne redevient normale. Comme si cette cascade de feu n'avait jamais existé. En vrai, c'est vraiment joli, c'est un endroit que j'aimerais bien voir en vrai, parce que c'est quand même très joli. Zelensky rend hommage au troisième Reich. Les amis, en effet, puisque Vladimir Zelensky a décidé une grande cérémonie nationale pour un collabo avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. La haine anti-russe de Vladimir Zelensky l'a conduit, écoutez bien, à rendre hommage à des gens qui ont collaboré avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont battus avec les petits moustachus. Il y a quelques jours, les 24 et 25 mai 2026, les Ukrainiens ont donc rendu hommage national à Andriy Melnik, qu'ils essayent de nous décrire comme étant un nationaliste ukrainien. Pas du tout, hein. C'était un petit SS. Cet homme, mes amis, Andriy Melnik, a donc collaboré activement avec les Allemands avant 1940, puis à partir de 1944, il rejoint même les SS Galicie. C'est vous dire, hein, ils combattent dans la même organisation, et cet homme-là est aujourd'hui un héros national selon Vladimir Zelensky. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que nous, Français, qui avons vécu ce qu'étaient les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on blanchit totalement cet homme en disant c'est une figure nationaliste controversée. Non, c'est pas un controversé, c'était un collaborateur actif des Allemands. Alors personnellement, entre les héritiers des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale et les Russes qui sont les héritiers des Soviétiques et qui nous ont sauvés, j'ai choisi mon camp. Bon courage à ceux qui vont survivre. En vrai, je me dis, c'est quand même une folie. Il y a des gens qui rendent hommage comme ça, des moustachus, tout va bien, et le fait qu'une femme, une jeune femme russe gagne au tennis, et il les laisse pas fêter leur victoire. Enfin, je sais pas, il y a une incohérence, mais totale là, il y a un problème quand même. Ce qui s'est passé cette nuit est complètement dingue. La guerre en Iran est en train de dégénérer. Le Yémen, l'entité, le Liban, le Hezbollah et l'Iran sont maintenant impliqués. En solidarité avec l'Iran et le Yémen, les Houthis du Yémen ont affirmé qu'ils allaient bloquer le détroit de Bab el-Mandeb pour ne laisser aucun bateau de l'entité passer. Ils ont également lancé un missile balistique sur l'entité. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que l'Iran a lui-même annoncé le blocage du détroit de Bab el-Mandeb suite aux frappes de l'entité. 12% du commerce mondial y transite. Nous avons maintenant le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb qui sont tous les deux bloqués. Ces dernières heures, les frappes continuent en Iran comme en entité, des explosions sont signalées. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé que c'était que le début d'une semaine de frappes complètes jusqu'à ce que l'ennemi soit dissuadé de continuer à attaquer. Le ministre de la sécurité nationale de l'entité, Ben Gvir, a tout simplement déclaré que Téhéran doit brûler. Le Hezbollah a revendiqué un tir de missile sur un véhicule militaire de l'entité en Réunion ainsi que sur un regroupement de troupes de l'entité dans le sud du Liban. Il reste tout de même des espoirs de paix puisque l'Iran affirme être toujours en contact avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs. En vrai, là, ça sent pas très bon, là. La tournure que ça est en train de prendre, ça va pas pour en arrangeant, quoi. Qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? Qui a battu le nazisme? À l'époque, les gens répondaient à 70 ou 80%, c'est l'URSS quand même. Ouais, c'est l'URSS qui nous a libérés. Après, voilà, il y avait les Alliés, qui ont fait un travail remarquable de débarquement. Faut respecter, faut commémorer, etc. Pas de question là-dessus. Mais globalement, la puissance qui a vaincu Hitler, c'était les Russes. On a reposé la même question dans les années 80, donc une trentaine d'années après. Là, les pourcentages évoluaient. Donc là, on est passé de 70% à peu près 50%. Et aujourd'hui, ils ont refait un sondage, donc il me semble en 2010, un truc comme ça. Et là, ils avaient vraiment réussi à laver le cerveau par des générations avec le temps. Donc là, les gens qui répondaient URSS, c'était 20 ou même 15% dans ces eaux-là. Et le reste disait les États-Unis, à grande majorité, ou l'Angleterre.
Tu vois, et même là, je pense que ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo vont dire non mais attendez, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours entendu dire que c'est les États-Unis, c'est eux qui ont gagné. Attendez, oh. Mais en fait, les gars, si vous vous renseignez sur les faits historiques vraiment en termes de chiffres, en termes de déploiement de force, on se rend compte que non, les gars. Moi, dans ma famille, j'ai 2 personnes qui sont mortes durant la Seconde Guerre mondiale pour défendre du coup la liberté. Et dans toutes les personnes que je connais, dans tous les Russes que j'ai, toutes les familles en Russie, au moins un mort dans cette grande guerre. Donc c'est pour nous un fait historique qui est très important, qu'on commémore beaucoup. Et des fois, c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai que c'est dommage qu'en Europe, comme ça, occidentale, ils essaient de cacher ça, et ils essaient de balayer un peu les 27 millions de personnes qui sont mortes aussi en grande partie pour leur liberté aussi. C'est-à-dire que le but, à l'époque, c'était de libérer globalement le monde, tu vois. Mais voilà, donc à ce niveau-là, on voit qu'il y a une manipulation historique. C'est vrai qu'en voyant cette vidéo, je me suis vraiment posé la question, est-ce que vous pensez que c'est les Amériques ou les Russes qu'ils ont libéré en vrai? Parce que, parce qu'en vrai, là, je me pose vraiment la question. Dites-moi en commentaire. Comment les États-Unis ont-ils réussi le plus grand tour de magie psychologique de l'histoire? Ils ont réussi à convaincre l'humanité que le pays le plus violent de la planète est le symbole mondial de la liberté. Les États-Unis ont 250 ans d'histoire. Sur toute cette période, tu sais combien ils ont passé d'années sans tirer un coup de feu, sans envahir un territoire, sans financer un coup d'État, ou sans alimenter une guerre à distance? Seulement 15 années. 15 années de paix en 2 siècles et demi. Les 235 autres années, ils les ont passées à verser du sang. Une barbarie, une folie. On passe nos vies à regarder leurs films, à consommer leur culture et à applaudir leurs super-héros. Tandis que dans le monde réel, ils tirent profit de la mort. Quiconque s'arrête pour réfléchir une seconde se rend compte que ce n'est pas une nation. C'est un complexe militaro-industriel doté d'un hymne et d'un drapeau. Leur économie respire la poudre à canon. S'il y a la paix, les chiffres ne tiennent plus et le système s'effondre. C'est pourquoi ils n'ont plus d'ennemis. Ils s'assoient derrière un bureau et les fabriquent. Leur victoire ultime n'a pas été militaire, elle a été culturelle. Ils ont saturé nos esprits de bruit et d'images pour que nous ne voyons pas l'hypocrisie. Et pourtant, ils montent à la tribune pour nous donner des leçons de morale et de droits humains, alors qu'ils se tiennent sur les cendres de la moitié de la planète. La plus grande tragédie n'est pas qu'un empire vive de la guerre. La véritable tragédie, c'est que nous continuons à applaudir son spectacle de la paix. C'est vrai que quand on regarde, en vrai, ça fait, enfin, sur toute la période qu'ils ont été faits, il n'y a pas beaucoup de temps où il n'y a pas eu de guerre, tout ça. Et puis quand on voit qu'il y a toutes les horreurs qu'ils font, enfin, Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dans le métro de Suzhou en Chine et je vais vous montrer quelque chose qui m'a vraiment surprise depuis mon arrivée en France. Vous voyez autour de moi, il y a des supérettes en point de loterie et aussi les fauteuils de massage qu'on peut utiliser en scannant un code pour une vingtaine de yuan par demi-heure. Chaque entrée du métro est contrôlée par du personnel de sécurité. Donc, quasiment personne ne tente de frauder le billet et les vols sont très rares ici. Je suis une étudiante chinoise qui étudie en France. Quand je vivais à Paris, prendre le métro était toujours une source d'angoisse pour moi. Il arrivait souvent que je sente des odeurs désagréables dans les wagons et je croisais régulièrement des personnes au comportement étrange. Bien sûr, le métro parisien dispose aussi de quelques commerces dans certaines stations, mais l'expérience quotidienne des usagers reste bien différente de celle qu'on découvre dans les villes chinoises aujourd'hui. Chaque pays construit ses infrastructures selon ses propres besoins et son histoire. C'est une différence culturelle plutôt qu'un jugement de valeur. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette grande différence de confort et de sécurité entre nos transports souterrains? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. Ciao, ciao! c'est vrai que quand on regarde les trams et tout ça en France et dans d'autres pays, il y a vraiment une différence parce que comment c'est dedans tout ça, franchement, il y a une énorme différence et je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Netflix est en train de se faire boycott sa race à cause du documentaire qu'ils ont sorti sur Michael Jackson. Non mes frères, mauvais timing, mauvais timing. Mais là, c'est chercher la merde. Là, vous cherchez, vous voulez sentir. En mode 80% de leur documentaire est faux ou détourné. En mode, ils ont coupé un moment d'un interview où Michael Jackson et un enfant parlaient de leur soirée pyjama. Ils ont coupé la partie où Michael
avait dit qu'il avait dormi par terre et le petit avait dormi sur le lit. Ils ont laissé que la partie où le petit raconte que Michael Jackson lui a demandé de dormir dans le lit. Ça peut porter à confusion si vous mettez pas la suite, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas pour nuire, ça, c'est pour quoi faire? Mettez tout l'interview, mais faites pas de documentaire si c'est pas pour dire la stricte vérité. You know what I mean? Parce qu'on a envie de vous... Vous voyez ce que vous me faites faire? Bref, les abonnements sont en train de chuter. Et les gens sont en train de se tourner vers les lecteurs DVD. Est-ce que l'era des années 90 fait son retour? Moi je dis hi hi. C'est incroyable. I love this. Ils ont grave sous-estimé les fans de Michael Jackson. Ils ont cru que c'était P. Diddy ou quoi? Ils font des docus sur lui. Même de sa tombe, ils continuent à vous gifler comme ça. En plus, au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Faut le laisser tranquille. Laissez-le se reposer en paix. L'affaire date. Il a déjà été innocenté. Vous êtes là toujours à manger les miettes qui restent. Cela étant dit, mes ladies, posez-moi vos meilleurs mèmes de Michael Jackson dans les commentaires. Et en attendant, ma lady vous raconte tout. C'est vrai que si ça, c'est pas de la manipulation, en vrai, quand on regarde, parce que le fait de modifier des choses comme ça donne tout un autre sens. C'est vrai que de retourner au DVD en soi, c'est pas une mauvaise chose hein, quand on regarde. Voici un concert à Kiev. Donc oui, vous pouvez d'ailleurs le voir, Zelensky ne peut pas organiser d'élection parce que c'est trop compliqué. Alors que sous le feu des Russes, comme on l'entend tous les 4 matins, ils arrivent à faire des concerts comme celui-ci. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre par ailleurs? Moi je sais pas, hein, c'est un petit peu quand même. Donc on vous prend pour des cons comme d'habitude, et Zelensky a tout intérêt à garder sa place, même si le vent tourne plus qu'un tout petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais écrivez-le moi en commentaire. En vrai, je me dis, ils ont quand même confiance, puisque c'est vraiment une zone de guerre. En vrai, c'est vite fait de se faire péter un coup, tout le monde d'un coup. En vrai, ils ont quand même confiance, en vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler du Zmei Garinic, l'une des créatures et des monstres les plus célèbres dans le folklore slave. Zmei Garinic est un gigantesque dragon possédant en général 3 têtes. Dans certaines histoires, il peut en avoir plus et chaque tête crache du feu pour semer la destruction sur son passage. Dans les contes russes, en général, il vit dans des grottes près des rivières magiques ou dans les montagnes. Il enlève en général des princesses, terrorise le peuple et terrorise les villageois, ce qui mène les villageois à demander de l'aide aux héros. L'histoire la plus connue, c'est l'histoire du héros Dabrinja Nikitic. Pendant plusieurs jours, ce héros mène un combat acharné et épique contre Zmei Garinic et au final, il réussit par le vaincre et à sauver les villageois et le peuple. Zmei Garinic en général représente le chaos, les forces du mal, le danger, alors que le héros symbolise le courage, la justice et la protection du peuple. C'est pour cela que le Zmei Garinic est devenu l'une des créatures les plus emblématiques des contes ainsi que du folklore russe et slave. Donc si vous voyez un dragon à plusieurs têtes semant le chaos et la destruction sur son passage, n'hésitez pas à fuir. C'est vrai que dans plusieurs cultures, en vrai, il y a cette histoire du dragon qui vient prendre la princesse et du chevalier qui va la libérer. Peut-être qu'il y a un lien quelque part. Les amis, bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu ce que l'Iran a fait hier. Eh bien, ils ont coupé les négociations avec les États-Unis. Et pire encore, ils ont menacé de fermer 2 détroits d'un coup. On parle d'Ormuz et Bab el-Mandeb. Les 2, en même temps. Alors, tout ça sur fond de reprise des hostilités, puisqu'il y a eu des bombardements de chaque côté, bref. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tout ça? Ah oui, parce que c'est important pour nous, pour le plein, pour la facture, etc., pour justement les prix à la consommation et tout un tas de trucs derrière. Hormuz, déjà, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est 21 millions de barils par jour, près de 20% du pétrole mondial. Bab el-Mandeb, c'est 5 millions de barils et 30% des conteneurs de la planète. Donc si tu fermes les deux, t'as pas un ralentissement, t'as un arrêt net. Et il y a un truc que personne n'explique. Quand Hormuz ferme, eh bien l'Arabie Saoudite est censée contourner par la mer Rouge. Sauf que la mer Rouge, c'est quoi? C'est Bab el-Mandeb. Riyad fait passer 7 millions de barils par jour par cet oléoduc vers la mer Rouge. Donc les deux ensemble, c'est pas une addition, c'est un étranglement total. Il n'y a plus de porte de sortie nulle part. Résultat, 15 à 17 millions de barils qui disparaissent du marché. Il faut savoir que c'est 3 fois le choc pétrolier de 1979. Alors le baril est passé de 69 $ à presque 120 $ en quelques mois. Et là, on part vers les 150, voire plus haut. Maintenant, ton plein d'essence. Gasoil en moyenne 2,20 €, sans plomb 2 €, 2,02 €, 50 centimes de plus sur le diesel depuis février, 30 balles de plus pour remplir 60 litres. Et la règle, elle est très bête. Chaque 10 $ de baril, en plus, c'est 7 centimes au litre. Donc baril à 150 et plus, je te laisse faire le calcul, tu vas le sentir passer encore une fois.
Et puis c'est pas avec les annonces de Le Cornu que ça va te faire du bien. Bref. Et le meilleur pour la fin, c'est la TVA. La TVA, c'est quand même 20% sur le prix total du carburant. Donc on a déjà parlé à plusieurs reprises de la décomposition. Il y en a qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, donc des spécialistes. Donc plus le baril grimpe, plus l'État se gave, sans voter quoi que ce soit, sans lever le petit doigt. Si, 50 balles, 100 balles, les cacahuètes, quoi. Et puis il se cache derrière l'excuse que, bah oui, mais vous roulez moins, donc ça rapporte moins. 193 millions de recettes en plus, rien que sur 4 mois, d'après ce qu'on sait. Ça, c'est le prix de ta galère à la pompe, c'est leur jackpot en fait. Et la France là-dedans, eh bien, on n'importe presque rien d'Ormuz directement. Mais on subit le marché mondial, donc on paye plein pot quand même. Ben oui, parce que le prix du pétrole, c'est mondial, c'est comme ça. Une guerre qu'on n'a pas déclenchée, qu'on pilote pas, et que nos ministres regardent les bras croisés ou les bras ballants comme tu veux, en récitant des communiqués et en faisant semblant de prendre des mesurettes, et surtout en faisant des promesses électorales. Bah oui, parce qu'il y a 2027 qui arrive. Donc, pour résumer, 2 Détroit à 8000 km de chez toi, et au bout du compte, bah, c'est toi qui passes à la caisse. Voilà ta réalité, voilà ma réalité, voilà notre réalité. Allez, bonne journée. De toute façon, ils ont pas envie que ça... Comment on dit? De toute façon, des fois, ça va croire qu'ils ont pas envie que ça s'arrête pour continuer à faire du bénéfice, tout ça. Après, je pense quand même que ça peut toucher, ça peut toucher à l'inflation, tout ça. Après, je pense quand même que ça peut être problématique s'ils ferment les deux Détroits et tout. Et en plus, on a vu dans des vidéos un peu avant qu'ils pouvaient le faire. Mais après, peut-être qu'il y a des inflations qui sont pas forcément tout justifiées non plus. Ça y est, PlayStation nous a pondu le plus gros scandale de 2026. Car oui, vous ne pourrez plus jouer à vos jeux PlayStation sans être connecté à Internet. Jusqu'à maintenant, quand vous achetiez un jeu en digital, il était à vous, installé sur votre console, jouable même sans Internet. Vous avez payé 80 €, le jeu est à vous, normal. Sauf que Sony a sorti une mise à jour en mars, en douce, sans rien dire. Et des joueurs ont découvert que maintenant, si votre console ne se connecte pas à Internet pendant 30 jours, vos jeux se bloquent. Le jeu est sur votre console, payé par votre argent, et Sony vous dit « reconnecte-toi pour prouver que tu as le droit d'y jouer ». Un jeu que vous aviez déjà acheté. Et le plus beau, en 2013, Microsoft avait annoncé exactement la même chose sur Xbox One. Vérification en ligne obligatoire, le tollé avait été tellement massif que Microsoft avait fait marche arrière. Et vous savez qui s'était moqué publiquement de Microsoft à l'époque? Sony. Avec une vidéo virale montrant comment partager un jeu. Tu donnes le disque à ton pote. Tout le monde a ri et maintenant, en 2026, Sony fait la même chose. Malin. Et c'est là la vraie question. Quand vous achetez un jeu en digital, vous pensez que c'est votre jeu. Mais vous achetez une licence, une permission de jouer. Et Sony peut la révoquer à distance, sans vous prévenir, sans vous rembourser. Vous n'êtes pas propriétaire de vos jeux, vous les louer. Et ce type de modèle se généralise au-delà du jeu vidéo. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, qu'on nous a dit. Partagez en masse pour faire plier PlayStation et les mégacorps qui auraient la même idée. Moi, c'est Yassoir, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. En vrai, c'est vrai que quand on regarde, c'est un peu l'escroc, parce que du coup, on n'a même plus le choix de pouvoir jouer sans être en ligne, tout ça, alors que je me rappelle, au début, les premières consoles, c'était, on pouvait y jouer, bah, même quand c'était pas en ligne, en fait, de base. Et je trouve que là, ils abusent de plus en plus pour le fait que, bah, ils ont envie que ça ne nous appartienne plus pour garder le monopole, quoi. Mais bon, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.